Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Taïwan est-elle chinoise? Historiquement, oui David. L'île fait partie intégrante du territoire chinois, sans ambiguïté, depuis 1949. C'est à cette date que les choses changent. Le Parti communiste chinois de Mao Tse-tung prend le pouvoir. Le régime nationaliste de Chiang Kai-shek est renversé. Avec son gouvernement, Chiang Kai-shek va se réfugier sur cette île de Taïwan, au sud-est du pays, suivi par plus de 2 millions de personnes. Chiang Kai-shek, à ce moment-là, se revendique toujours comme le représentant légitime de la Chine. Il fait alors alliance de circonstances avec les États-Unis. Washington déploie alors une partie de sa flotte autour de l'île pour protéger les nationalistes. À partir de là, deux Chines cohabitent, chacune revendiquant la légalité sur l'île et sur tout le territoire chinois. Pendant des années, d'ailleurs, le régime communiste de Mao ne sera pas reconnu comme le représentant officiel de la Chine. C'est ça, chacun dit « la Chine, c'est moi ». Ceux qui ont pris le pouvoir par la guerre, Mao et les communistes, et Chiang Kai-shek qui avait le pouvoir et qui s'est réfugié sur l'île avec ses 2 millions de partisans. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Oui, car au fil des ans, le régime communiste de Mao a affirmé son pouvoir. En 1971, l'ONU finit par reconnaître la République populaire de Chine comme l'unique État chinois. Souvenons-nous d'ailleurs que le général de Gaulle l'avait déjà fait dès 1964. Taïwan perd alors son statut d'État. Elle ne peut plus se revendiquer comme représentante de la Chine, mais Taïwan refuse pour autant le rattachement à Pékin. Ce statu quo est d'ailleurs toujours en cours aujourd'hui. Pour Xi Jinping, Taïwan, je cite, est une province rebelle, la 23e de la Chine. Taïwan, de son côté, se revendique autonome, allant même jusqu'à élire son propre gouvernement. Bah oui, parce qu'entre-temps, Taïwan est devenue une démocratie. Et c'est ça aussi qui creuse le fossé entre l'île et le continent. Oui, l'île affirme ses différences avec Pékin. Depuis 1978, Taïwan est une démocratie, avec un président élu, et elle a connu d'ailleurs plusieurs alternances politiques. L'autre raison qui fait que Taïwan existe de facto, c'est son économie. Taïwan est aujourd'hui la 21e puissance économique mondiale, le premier producteur au monde de semi-conducteurs que l'on retrouve notamment dans tous nos smartphones. Une autre raison pour les États-Unis de la soutenir sans relâche. Si Pékin souhaitait réintégrer Taïwan par la force, justement, est-ce que les États-Unis s'engageraient militairement? En tout cas, Joe Biden l'a affirmé il y a quelques mois. À la question de savoir si les Américains défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise, le dirigeant américain avait répondu « oui » si une attaque sans précédent venait à se produire. La Maison-Blanche avait alors tempéré les propos du président des États-Unis. Mais ce week-end, lors de la visite d'une délégation américaine à Taipei, le représentant des États-Unis, Michael McCaul, a réaffirmé « oui, les États-Unis se tiennent prêts à intervenir militairement. Ils ne veulent pas y aller seuls. » Il fait même un parallèle avec la guerre en Ukraine. Écoutez. It is important that all democracies stand together against tyranny and oppression. Whether it be Putin's unprovoked invasion of Ukraine to Communist China's acts of aggression against your nation and the Pacific. C'est pour cela que la déclaration d'Emmanuel Macron ce week-end, le président français, a fait beaucoup parler. Après 3 jours de visite d'État en Chine, le président a répondu à nos confrères des Échos dans son avion qui le ramenait à Paris. Et il montre sa position sans appel. La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrons être suivistes au rythme américain et à une surréaction chinoise. Nous, Européens, devons nous réveiller. Notre priorité n'est pas de nous adapter à l'agenda des autres. Merci Quentin. Je crois que c'était important de bien poser les choses. Rime, pour vous, est-ce qu'une confrontation militaire entre la Chine et Taïwan, que ce soit un blocus, que ce soit une intervention, et donc entre la Chine et les États-Unis, est inéluctable? Alors, j'ose espérer que rien n'est inéluctable et qu'il y a toujours un moyen par la diplomatie, mais aussi par la dissuasion. Ça, c'est un mot auquel on va revenir quand on va discuter des commentaires du président de la République française. Donc, oui, dialogue, mais aussi dissuasion militaire, dissuasion économique, etc., pour essayer de faire en sorte qu'on évite un tel enlisement. Parce que clairement, ce n'est dans l'intérêt de personne qu'on en arrive là. Mais si on l'évitait, qu'est-ce que ça veut dire l'éviter? Ça veut dire que la Chine renoncerait à ramener Taïwan dans son giron, dans le giron
communiste, ou ça veut dire que Taïwan accepterait de se soumettre à Pékin? En fait, c'est là où la situation est très compliquée, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, surtout le régime de Xi Jinping en Chine, après le dernier congrès du parti, est en train de s'affirmer et d'affirmer une volonté, non seulement de s'affirmer en tant que puissance complètement dominante dans cette partie du monde, en Asie, mais aussi elle veut défier les bases de l'ordre international qui a régi le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On l'a vu quand Xi Jinping est allé rendre visite à son grand ami, le président russe Poutine, et à la fin, on sait très bien qu'avec ces deux dirigeants, il n'y a rien qui arrive au hasard, et on les a vus, on les a entendus. Xi Jinping qui dit à Poutine: il y a d'énormes changements qui sont en marche dans le monde et vous jouez un rôle très important. Et Poutine qui lui dit: oui, évidemment. Ça, c'est une menace contre le monde en réalité. C'est une menace contre l'ordre international. Ce que je veux dire, c'est que vous n'imaginez pas que la Chine, 1,4 milliard d'habitants, dise: eh bien écoutez, pour un territoire, l'île de Taïwan, grand comme une région française, la Normandie, peuplée de 24 millions d'habitants, enfin, moi, 1,4 milliard d'habitants, je pourrais renoncer à une île de 23 millions d'habitants. Vous n'imaginez pas cette possibilité? Non, ils ne vont pas y renoncer par la bonté de leur cœur. Ils vont y renoncer s'il y a une vraie dissuasion qui est mise en place. Parce qu'en réalité, quels sont les enjeux? C'est là, il faut qu'on remette aussi en clair les enjeux pour Taïwan. Ce n'est pas seulement une question de... C'est une démocratie. Évidemment que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a clairement un affrontement entre les dictateurs et les autocrates qui veulent défier l'ordre international basé sur les démocraties. Ça, c'est clair. Mais aussi, il y a une importance très grande de Taïwan pour l'économie aujourd'hui, au temps présent. L'économie européenne et l'économie américaine, évidemment. Et donc ça, c'est un vrai enjeu qu'on ne devrait pas non plus juste balayer d'un revers et dire ce n'est que les Américains qui sont en train de créer une situation qui, en fait, ne concerne pas les Européens. L'économie européenne dépend aussi. On reviendra à la doctrine Emmanuel Macron d'une certaine manière. Vincent. La guerre n'est pas inéluctable. Les appétits chinois sont inexorables. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le rêve de Pékin, ce soit un peu un scénario à la hongkongaise, où en fait on conquiert un territoire par l'étouffement, par l'activation de relais pro-chinois à l'intérieur du système politique. Il n'est quand même pas fortuit qu'au moment même où on déployait ces manœuvres militaires, vous avez un ancien président de Taïwan qui, lui, dirige le Kuomintang d'aujourd'hui, c'est-à-dire a été président et considéré comme pro-chinois. Kuomintang, en gros, c'est l'héritier des nationalistes. Absolument. A une visite de 10 jours. Alors certes, il n'a pas été reçu par Xi Jinping, mais il a eu un traitement VIP. Vous savez, oui, parce que non, mais il faut bien dire que Taïwan est une démocratie et qu'il y a un camp indépendantiste, même s'ils y vont à pas de velours, parce que proclamer l'indépendance, ça serait à coup sûr là provoquer le géant chinois et susciter une intervention militaire. Mais il y a eu un autre parti, le deuxième grand parti, qui lui n'est pas pour l'indépendance et qui est pour des bonnes relations avec la Chine. L'image de ce parti, notamment donc le nouveau Kuomintang, notamment du fait de cette visite inopportune, s'est beaucoup dégradé. Non, il y a un truc commun entre Poutine et Xi Jinping. Tout est dit, tout est écrit. Depuis 2012, donc depuis que véritablement Xi tient la boutique pékinoise, il dit: nous ne renoncerons jamais, c'est la réponse à votre question de tout à l'heure, y compris par la force si besoin. Et il dit: ça se jouera dans la génération présente. Il y a un chercheur américain, un ancien colonel, qui a fait tourner des wargames, des jeux de guerre, qui estime que la vraie période de danger dans l'hypothèse d'un assaut militaire frontal, c'est 2026-2027. Parce que la Chine aura à ce moment-là une armée suffisamment puissante, qu'elle n'a pas encore aujourd'hui, pour pouvoir faire ça. Parce que c'est pas évident non plus de conquérir une île de 23 millions d'habitants, surtout Taïwan, qui est armée par les États-Unis, par la France, bref, qui dispose d'un armement très, très important. Et donc la réponse, Rim y faisait allusion, on la trouve dans un propos de l'épouse de Chiang Kai-shek. On est en 1958, on vient de vivre un épisode extrêmement rugueux, avec aussi des manœuvres dans le détroit, etc. Et elle dit: si le monde libre envoie les signaux qui conviennent aux communistes, dit-elle à l'époque, au régime de Mao Tse-tung, eh bien, il n'y aura pas d'invasion. Enfin, c'est la même chose. C'est le degré de détermination de l'Occident, d'où l'effet, à mon sens, désastreux des propos ambigus d'Emmanuel Macron, je ferme la parenthèse, qui peut conduire les Chinois à choisir l'option de l'étranglement
plutôt que l'option de l'assaut frontal. C'est ça. Plusieurs remarques. D'abord, on revient sur la position de Taïwan. Je rappelle que dans le monde, Taïwan n'est pas représenté aux Nations Unies. Mais Taïwan n'est plus un pays. Non, n'est plus un pays. Depuis 71. Et donc le problème, c'est le régime. C'est-à-dire que les Taïwanais vous disent, Chiang Kai-shek, c'était encore un dictateur. Nous, maintenant, on est en démocratie. Et donc, le scénario à la hongkongaise, c'est ça qui les guette. Et donc, avec la difficulté, et vous avez raison de souligner, je trouve que j'étais pas mal en relation avec Taïwan quand j'étais aux Nations Unies et maintenant, c'est que vous avez une partie de la population d'origine et une partie de la population qui vient de la Chine continentale. Et lorsque vous allez en Chine continentale, on vous fait bien la différence entre les étrangers et les Taïwanais qui sont considérés comme des Chinois en Chine. Donc, c'est simplement pour poser les bases, cette difficulté. La deuxième général. Ouais. Ah oui, non, alors, pardon de vous interrompre, mais parce que vous parlez de Hong Kong, personne dans le monde n'a voulu mourir pour Hong Kong. Exactement. Et la Chine a pris le contrôle de Hong Kong, avec la répression des opposants, tout ce qu'on a vu. Est-ce que quelqu'un dans le monde sera prêt à mourir pour Taïwan avec certitude, les États-Unis ou quelqu'un d'autre? Et mourir comment et pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire que la guerre chinoise contre Taïwan? On l'a vu dans l'exercice qui a été monté là. La Chine a le temps et monte une manœuvre d'étouffement de Taïwan. Et Taïwan est très inquiet de quelque chose, c'est comme vous le soulignez tout à l'heure, Taïwan, aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont les semi-conducteurs de très haut niveau. Le problème, c'est qu'actuellement, les Américains sont en train de les installer sur le territoire américain. Les Européens font la même chose. Donc, quelle sera la valeur résiduelle de Taïwan dans 5 ou 6 ans? Je n'en sais rien. Et les Chinois, eux, ont le temps et disent, nous, on va montrer une manœuvre. Alors, aujourd'hui, c'est des manœuvres, comme vous le disiez, ils ne sont pas prêts. Hein. Mais, vous savez, les manœuvres, c'est pour reprendre le parallèle avec l'Ukraine. Vous savez, il y avait des manœuvres au bord en Russie, et puis c'est des manœuvres. Puis d'un seul coup, c'est devenu la guerre. Peut-être que à force de faire une manœuvre comme ça tous les ans, dans 4 ou 5 ans, il y a une manœuvre qui ne sera plus vraiment une manœuvre et qui sera une vraie manœuvre d'étouffement. Oui, parce qu'il faut bien signaler à ceux qui nous regardent, à nos téléspectateurs, que ces manœuvres auxquelles on a assisté ces derniers jours, elles sont terminées ce soir, elles ont lieu régulièrement. La dernière fois, quand Nancy Pelosi est allée à Taïwan, il y a eu aussi tout un tas de manœuvres, c'est de l'intimidation, c'est de la pression, et c'est régulier depuis des années et des années. Il y a eu aussi des manœuvres américaines d'ailleurs, des manœuvres américaines communes avec les Japonais ou autres, pour aussi impressionner les Chinois et leur dire, si vous vous aventurez à intervenir militairement à Taïwan, vous savez qu'on sera là. Maintenant, la position d'Emmanuel Macron, on va revoir sa déclaration. Ce qu'il dit en substance, c'est cette guerre n'est pas la nôtre. Si guerre il y a, elle ne sera pas la nôtre. Et les États-Unis voudront y aller à tout prix. Eh bien, nous n'avons pas forcément à les suivre. Nous n'avons pas à nous impliquer. Bref, cette bataille pour Taïwan n'est pas forcément la nôtre. C'est une façon d'affirmer l'autonomie stratégique européenne. Donc il ne faut pas négliger cette toile de fond. C'est-à-dire, nous, Européens, ne devons pas être pris dans cette confrontation directe, frontale, entre la Chine et les États-Unis. Est-ce qu'il a raison, Rim? Vous savez, en fait, il faut se poser plusieurs questions, pardon. Mais autonomie stratégique, l'Europe a des intérêts qui peuvent différer des intérêts américains, surtout en Asie. Très bien. Évidemment que c'est acceptable et même c'est souhaitable. Mais là où il y a de vrais problèmes, c'est que, pourquoi est-ce que le président français a décidé de dire ça en Chine, à propos des États-Unis? Il était dans l'avion, il était en train de rentrer. Le chef d'État ne devrait jamais parler dans l'avion. C'est juste une question qu'on pose. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu cette conversation, même en France ou bien aux États-Unis, quand il y était en décembre et qu'il a fait ses déclarations là-bas? Donc ça jette le trouble. Et en fait, ça aide ce que les Chinois et les Russes veulent faire. C'est-à-dire, ils veulent semer la zizanie et ils veulent détacher le camp occidental. Mais est-ce que c'est la zizanie ou est-ce que c'est une saine différence que peut exprimer l'Europe ou la France? Alors j'y arrive. Et c'est très important parce que là, ça pose la question du rôle de la France dans le monde. À longueur de journée, on nous explique, du président aux diplomates, que la France est une puissance nucléaire, qu'elle est le seul pays de l'Union européenne qui a
au Conseil de sécurité de manière permanente, qu'elle a une responsabilité très particulière dans les affaires du monde, qu'en plus c'est un pays indo-pacifique, parce qu'il y a les territoires français là-bas. Ok. Donc si on veut avoir cette responsabilité, est-ce qu'on n'a pas la responsabilité aussi de ne pas encourager des pays autocratiques à envahir, à bafouer le droit international, à bafouer l'ordre international qui a fait que l'Europe et la France est aussi prospère qu'elle l'est. Et donc, il y a aussi, je finis sur ça, la crédibilité. Sauf que Taïwan, c'est pas l'Ukraine, c'est un pays indépendant. Je ne fais pas. Moi, j'ai pas fait le parallèle entre le Taïwan et l'Ukraine pour ces raisons et d'autres. Mais quand on parle d'autonomie stratégique, et d'ailleurs le président dit quelque chose de très vrai. Il dit quand nous on n'a pas pu, en gros, éviter et empêcher l'invasion russe en Ukraine chez nous. Quelle crédibilité est-ce qu'on a à aller dire à la Chine de ne pas le faire à Taïwan? Mais c'est précisément ça. Mais sauf qu'il faut avoir une autre conclusion. Il faut en tirer une autre conclusion qui est il faut commencer à donner de la crédibilité à cette question d'autonomie stratégique, mettre les moyens et savoir répondre quand la Russie envahit en Europe un pays souverain, répondre et en fait gérer lui-même, la France, la réponse militaire et non pas dépendre des Américains. Parce que quand on fait ça, on ne peut pas demander aux Américains de venir sauver l'Europe et après leur dire bon, vous êtes seuls en Chine et en Asie, là où ça vous fait très mal. Cette déclaration, j'ai l'impression qu'elle n'est pas passée chez vous. Non, Vincent. pas du tout. Quand j'ai lu le verbatim de cette déclaration, au passage édulcoré par les services de l'Élysée, comme Politico le signale, parce qu'il a été encore plus loin dans l'échange, je me suis dit, Raffarin sort de ce corps. Enfin, allusion évidemment à l'ancien Premier ministre, agent d'influence pro-chinois. Antoine Bondaz, le chercheur, dit cet après-midi sur son fil Twitter, erreur d'analyse totale, timing catastrophique, contradiction avec la revue nationale stratégique française et le sommet du G7 en août. Et effectivement, moi j'avais cru comprendre naïvement que la France avait des intérêts dans la zone Asie-Pacifique. Bon, et voilà que j'ai un chef d'État qui m'explique que non, ce n'est pas notre guerre, on n'a pas d'intérêt là-bas. Et puis, alors, l'autonomie stratégique, c'est un concept qu'on adore à Pékin. Alors là, c'est pétale de rose. Parce que ça divise le camp occidental. Mais il y a une prétention incroyable. Mais sur le fond, quelle prétention! J'ai gagné la bataille idéologique de l'autonomie stratégique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les Polonais sont furieux, les Baltes autant, parce qu'ils se disent, eux, font le parallèle. C'est-à-dire l'autonomie stratégique, mais on remplace par quoi les garanties de sécurité américaines? Il n'y a pas de défense européenne commune. Qu'est-ce que c'est que cette autonomie stratégique dont on n'a pas les moyens? Donc je trouve que ce soit sur le fond, sur la forme ou sur le timing, cette déclaration est catastrophique. Si je peux juste rajouter un mot, quel est l'intérêt stratégique? Quel est l'objectif stratégique qui a été défini à l'Élysée que ces propos servent? Moi, j'ai toujours pas la réponse. C'est ça. Vous pensez, mais on a bien compris, Rim, que dans ces cas-là, la dissuasion change tout. Oui. Et que pour persuader la Chine qu'une intervention militaire à Taïwan, que ce soit un blocus ou une incursion, provoquerait une immense réaction occidentale, un Occident uni, il ne faut surtout pas faire ce genre de déclaration. Le président n'a fait aucune déclaration en Chine qui allait dans la direction de la dissuasion. Il était totalement dans la coopération, ce qu'il faut d'ailleurs. Il faut coopérer avec la Chine sur plusieurs choses. Coopérer et dissuader. Et dissuader. Général, est-ce que dans cette affaire-là, la France devrait dire on est aux côtés des Américains quoi qu'il arrive? Alors, écoutez, c'est un vieux combat. Bien avant la guerre en Ukraine, les Américains ont absolument voulu que l'OTAN s'occupe de l'Asie-Pacifique et de Taïwan. Et à l'époque, le président français avait dit, je rappelle, ou la ministre, pardon, à l'époque avait rappelé que l'OTAN, c'était le traité de l'Atlantique Nord et qu'elle ne voyait pas très bien où était l'Atlantique Nord autour de Taïwan. Donc c'est un vieux combat depuis très très longtemps. C'est le premier point. Deuxième point, entraîné par les Américains, pardonnez-moi pour avoir vécu un peu les événements de 2003 à New York, je sais un petit peu ce que ça veut dire. Et moi, je ne suis pas complètement convaincu que les Américains entraînent, et ça a été l'objet de AUKUS, vous vous souvenez de l'affaire AUKUS, dans laquelle, à l'époque, on a dit... Les sous-marins australiens, français. Au-delà des sous-marins, qu'est-ce que c'est que cette alliance avec les Australiens, les Britanniques et les Américains militaires contre la Chine dans cette région-là, alors que l'Union européenne a tout un plan de travail avec la Chine qui n'est pas du tout du même ordre et qui travaille beaucoup sur l'économie. Donc on voit bien que nous ne sommes pas alignés, Européens, Français, sur le problème de la Chine. Et moi, je ne parierai pas que dans 4 ou 5 ans, comme je le disais,
Les Américains disent, bon, bah, écoutez, Taïwan, vous êtes sympa, mais vous allez négocier avec la Chine continentale. Moi, les puces, ça y est, je sais faire. J'ai plus ce problème-là. On a changé de gouvernement, on a changé d'administration. Il y a une administration qui est un peu moins molle, etc. Donc je pense que sur le fond, l'absence d'alignement avec les États-Unis est une bonne chose. Maintenant, comme le disait Vincent, peut-être ne faut-il pas qu'un président parle dans l'avion. Ça, c'est un autre sujet. Mais le fond, l'alignement sur les Américains, nous sommes alliés, nous ne sommes pas alignés. Et dans ce cas-là, on peut en discuter. Bon. Vera, est-ce que la sensibilité, votre sensibilité là-dessus, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Ça m'inspire un peu ce qui se passe en Chine, ça m'inspire un peu ce que s'est passé avec la Russie. C'est pas parce que je suis russe que je vois partout la Russie, mais à mon avis, il y a les ressemblances. Parce que, en fait, en 2012, Poutine aussi a sacrifié les intérêts économiques pour les aventures à l'extérieur, pour en fait donner la légitimité à son régime par les conquêtes à l'extérieur. Et je vois la même chose qui se passe en Chine, parce qu'on voit que apparemment le projet libéraux-communiste, libéraux au niveau économie et communiste au niveau politique, atteint aussi ses limites. Et le gouvernement chinois, qui est dirigé par Xi Jinping, cherche un peu une nouvelle légitimité. Et apparemment, ce qui me fait peur, il prend la même voie qu'a pris Poutine en 2012, en cherchant plutôt à l'extérieur la nouvelle légitimité. Qu'est-ce qui va en fait prouver que pas à l'extérieur. Taïwan n'est pas un pays indépendant. Oui, mais quand même, elle n'est pas contrôlée par la Chine. Il vit à part, il a son gouvernement. Un entre deux. Mais en fait, même, ils ont leur langue à part. Oui, c'est différent. L'écriture est différente. J'étudie un peu le chinois et je sais ça. La prononciation. Les Taïwanais croient que les Taïwanais et les Chinois sont plus la même nation, même si c'est la même nation Han. Et ils disent nous sommes différents. Nous sommes et il y a un principe d'autodétermination des peuples aussi qui peut rentrer en ligne de compte. Ouais, donc c'est assez dangereux pour moi comment ça déroule. Et en même temps, ça met en danger les intérêts économiques de la Chine. Ça peut provoquer les problèmes économiques aussi en Chine, comme c'était en Russie. Bon. En fait, il y avait le déclin économique. Mais en même temps, ça peut motiver, si effectivement, de faire comme Poutine, d'aller trouver sa nouvelle légitimité dans les conquêtes à l'extérieur. Je conclus et je vous remercie d'un dernier mot qui nous fait revenir à l'affaire des fuites. C'est effectivement une affaire très sérieuse pour le Pentagone. La fuite de documents classifiés américains pose un risque grave de sécurité. Ce n'est pas une petite affaire. Il y a effectivement des documents à prendre très au sérieux. C'est ce qu'on a essayé de faire ce soir.